Ok, donc on continue sur la motivation de réellement résoudre cette méthode, cette équation-là par une méthode numérique. Et donc le problème de base qu'on peut se poser, c'est donc de résoudre le système relatif à l'équation du mouvement pour 1 degré de liberté. Donc vous voyez que j'utilise un petit Q ici, je vous rappelle que ça veut dire 1 degré de liberté, avec des conditions initiales qui sont une position et une vitesse connue. Alors la classe de problème, c'est un problème, c'est une équation dérivée partielle. Il y a deux classes de problèmes. En tant que problème avec des dérivés, ce sont les boundary value problems que vous connaissez par la méthode des éléments finis et puis toutes les autres qu'on a déjà étudiées préalablement. Ce sont des problèmes aux valeurs frontières en français, avec des conditions limites en différents endroits. Par exemple, une poutre sur deux appuis est un problème aux valeurs frontières parce qu'on spécifie des conditions limites à deux endroits différents. Ceci, ça devient un problème aux valeurs initiales. Pourquoi? Parce que les deux conditions, on les appelle alors initiales et pas vraiment limites, elles sont données au même endroit. Ok, donc bien sûr, j'ai déjà expliqué que si on avait un chargement qui était aussi compliqué que celui d'un tremblement de terre, par exemple ici, eh bien c'était nécessaire d'avoir une méthode numérique pour résoudre ce style d'équation-là. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On va se limiter à satisfaire l'équation du mouvement à certains instants uniquement et pas aux autres instants. Donc on va discrétiser la ligne du temps et donc ce qu'on va faire c'est satisfaire l'équation du mouvement uniquement à certains instants en espérant qu'entre les deux, le drift ou le déphasage, non, le déséquilibre entre l'équilibre qu'on voudrait satisfaire réellement et celui qui est réellement satisfait par l'intégrateur temporel ne soit pas trop important. Dans la plupart des temps, des implémentations, le temps est discrétisé avec un pas constant. Donc c'est-à-dire que le temps t est égal au temps t0 plus un certain nombre i qu'on va utiliser pour incrémenter fois un pas de temps delta t. Ok, un des gros challenges importants quand on doit résoudre l'équation du mouvement est de choisir le pas de temps suffisamment petit. C'est exactement la même chose que quand vous devez résoudre n'importe quelle équation différentielle, ou même quand vous travaillez avec des solutions numériques de Navier-Stokes. Ok, alors je fais juste un petit aperçu très rapide ici sur les différentes méthodes de résolution d'équations différentielles, en tout cas des IVP, des problèmes aux valeurs initiales. Il y a différentes méthodes qui existent et qui sont déjà implémentées. Par exemple, dans MATLAB, vous avez une méthode qui s'appelle ODE45 et qui se base sur la méthode de Runge-Kutta et qui permet donc de résoudre ce type de problème-là. Et si vous allez voir le help du MATLAB, vous allez voir qu'en fait, il est capable de résoudre n'importe quel problème qui peut être mis sous cette forme. Donc la dérivée de y est égale à une autre fonction de y. Mais la fonction ne doit pas nécessairement être linéaire. Ok, ça peut être une fonction non linéaire. Alors en fait, on peut commencer par constater que l'équation du mouvement qui nous intéresse nous, elle peut être mise sous ce format-là. C'est ce qu'on appelle un formalisme d'état, ou en espace d'état. Et donc les deux états qu'on va considérer, même si on n'a qu'un système à 1 degré de liberté Q, les deux états qu'on va considérer sont x et x2. Donc en fait, c'est un peu comme si... pardon, Q et Q dot. Donc c'est un peu comme si vous étiez en train d'analyser le système dans son plan de phase. Ok, donc tout ça va avec. En effet, pourquoi? Parce que si on définit une grandeur qui s'appelle x1 qui est égale à q et une grandeur x2 qui est égale à q dot, mais donc la dérivée de x1 par rapport au temps c'est x1 dot, la dérivée de x2 c'est x2 dot, mais x1 dot puisque x1 est égal à q, x1 dot c'est q dot, c'est-à-dire x2, d'accord? Et x2 dot par contre c'est q seconde, et q seconde lui, je peux l'extraire de l'équation du mouvement. Ok, de cette équation-là, Q seconde, on peut l'extraire et calculer le second membre. 1 sur mp moins c fois x2 moins k fois x1. Ok, donc en fait, on voit que si on définit ceci comme étant le vecteur y dot, eh bien on voit qu'on l'écrit comme une fonction de ce vecteur-là et du temps. Okay. C'est même plus simple en réalité, parce que l'opérateur qu'on a à droite, l'opérateur f, est un opérateur linéaire, et dans ce cas-là, on peut l'écrire sous la forme d'un produit matriciel. Ok, donc c'est linéaire, et donc on aurait par exemple ici 0 fois x1 plus 1 fois x2,
Et en dessous, on aurait moins k sur m fois x1, moins c sur m fois x2, plus 0 et p sur m. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on a un opérateur qui est linéaire. Ok, donc ça c'est un gros cas particulier quand même du problème qui nous intéresse nous. Donc, étant donné qu'on est capable d'écrire l'équation du mouvement sous le formalisme qui est tout à fait général et qui est le formalisme du problème standard, la première solution qu'on a, c'est d'utiliser les mêmes méthodes que les méthodes qu'on existe d'habitude pour résoudre n'importe quel autre problème standard. Okay, notamment ODE 4.5 si vous travaillez dans MATLAB. Okay, ceci dit, notre problème à nous, il est tellement particulier, notamment le fait que le x2 est la dérivée du x1, donc c'est-à-dire qu'on a une forme qui est relativement particulière et qui ne sera jamais rien d'autre que x2 ici. Première particularité. Et deuxième particularité, le système qu'on étudie, il est linéaire. Okay, donc pour ces deux raisons-là, il y a des intégrateurs temporels, des méthodes numériques pour résoudre cette équation numériquement, mais qui sont plus appropriées que l'utilisation de ODE 45, qui par contre, lui, restera un outil beaucoup plus générique et qui permettra de résoudre des équations différentielles non linéaires un petit peu plus compliquées. Alors, on a deux critères pour classer les méthodes d'intégration numérique. On a les méthodes qui sont soit les méthodes dites explicites, soit les méthodes qui sont les méthodes implicites. Les méthodes explicites, ce sont des méthodes où on va calculer ce qui se passe à la fin du pas de temps, parce qu'on voudrait essayer de produire un processus itératif pour calculer la réponse au cours du temps, uniquement en fonction du passé. Et par contre, dans les méthodes implicites, on va exprimer à un moment donné, donc au fur et à mesure du développement ou au cours du développement des équations, ce qui se passe à la fin du pas de temps, en fonction de tout le passé, mais aussi en fonction de ce qui se passe à cet instant-là. Okay, donc ça veut dire que dans ce cas-là, on calcule y de t plus delta t, c'est la solution d'une équation. Solution d'une équation. Alors que dans le premier cas, le y en t plus delta t, on l'obtient comme une évaluation d'une fonction. Voilà. Et donc, en plus d'être implicite ou explicite, une méthode, elle pourrait se baser soit sur des approximations des dérivés, soit sur des approximations des intégrales. Ok, et donc ça va nous donner 4 combinaisons possibles si on regarde uniquement ces critères de classification. Ok, je vais présenter 4 méthodes qui correspondent à chacune de ces combinaisons donc de critères. La première méthode, c'est donc dans tous les cas, évidemment, on résout un système. Je le prends simple ici. C'est le système scalaire. Y dot est égal à f de y et t. Dans la première méthode, on va écrire l'équation à résoudre. Pour nous, c'est l'équation du mouvement, donc ce serait une équation d'équilibre. On va l'écrire à l'instant t. Okay, c'est excessivement important de savoir à quel instant on l'écrit. Le fait qu'on écrive l'équation à l'instant t, en fait, va s'associer avec le fait que la méthode soit explicite. On verra ça tout à l'heure. Donc on écrit l'équation à l'instant t, donc on va satisfaire l'équation uniquement à l'instant t, c'est ce qu'on écrit ici, et puis après on va utiliser une dérivée, une approximation avant de la dérivée, donc en disant que cette dérivée-là, au membre de gauche, on suppose que c'est y en t plus delta t moins y de t, divisé par delta t, c'est une approximation. L'ordre de l'approximation, il est de delta t, plus des termes d'ordre delta t. Okay, donc on a un terme d'ordre 1 devant et des termes d'ordre delta t derrière. Et donc, si on égale les deux seconds membres ici, on obtient ce qu'on voit là à gauche, donc cette fraction égale à f. Et donc, hors de ça, on peut exprimer y en t plus delta t à partir de ce qu'on a avant. Okay, et donc, en fait, on a une simple récurrence, je veux dire par là, une évaluation de fonction. Évaluation de fonction. Et donc, on est capable de calculer la position, puisque chez nous, l'inconnu, c'est Q. D'accord, donc les inconnus cinématiques, ou bien la position, la configuration déformée de la structure, à la fin du pas de temps. Une fois qu'on le connaît, on peut itérer, et c'est parti.
D'accord, donc la méthode 1, elle se base sur une approximation de la dérivée, et c'est une méthode explicite. Ensuite, la méthode 2. Dans la méthode 2, on fait la même chose. La différence, c'est qu'on va cette fois écrire l'équilibre à la fin du pas de temps. D'accord, on va écrire l'équation à vérifier à la fin du pas de temps, et vous allez voir qu'à cause de ça, ça se transforme en une méthode implicite. En effet, si on fait ça, on a la dérivée de y par rapport à t est égale à la fonction à la fin du pas de temps, puisque c'est là qu'on écrit l'équilibre. On va utiliser une dérivée arrière pour approximer la dérivée. Donc on va supposer que la dérivée en t plus delta t est égale à y en t plus delta t moins y de t sur delta t, donc cette fraction-ci. Évidemment, je ne vais pas utiliser une dérivée avant, parce que sinon ça va aller me chercher t de t plus 2 delta t, ok, et on n'a pas envie d'aller voir aussi loin tout de suite. Et donc l'algorithme nous dit simplement quoi? On doit égaler les deux membres de droite ici dans ces deux équations-là, et on a une équation à résoudre. Ou bien, numériquement, si c'était pas une équation à résoudre, une petite seconde. Ok. Et donc si c'était pas une équation à résoudre, on aurait simplement des itérations à faire. Ok. Alors, donc ça c'était pour la méthode 2. Donc on approxime la dérivée et on a une méthode qui est une méthode implicite. Dérivée implicite, c'est la méthode 2. Ensuite, on va pousser vers la méthode 3. La méthode 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une approximation de l'intégrale. Et donc, on va dire, en fait, puisque y, c'est la dérivée de f, puisque f, c'est la dérivée de y, y, c'est la primitive de f, où on peut intégrer en tout cas. Donc, on va calculer y en t plus delta t, comme y en t, plus l'intégrale de ce qui s'est passé de t à t plus delta t. Et donc, si on a la fonction f qui fait quelque chose comme ceci, au cours du temps, là, on a l'instant t, et là, on a l'instant t plus delta t. Voilà, comme ceci. Et là, on a y de t. Voilà, nous, on voudrait évaluer y en t plus delta t sur base de ce qu'on connaît préalablement. Et bien, en fait, on a une première possibilité, ce qu'on appelle l'approximation donc par la méthode du trapèze, qui va nous dire que cette intégrale à calculer qui représente la surface en dessous de la courbe, mais on peut l'approximer par la méthode du trapèze. Et donc on va dire que c'est grande base, petite base fois la hauteur sur 2. Là on a le delta t, et les deux bases, c'est la fonction en t et la fonction en t plus delta t. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit de nouveau qu'on a une méthode qui est implicite, parce que dans la méthode du trapèze, on a eu besoin de la fonction en t plus delta t. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder encore une quatrième méthode, donc la méthode 3. Je vais la marquer ici. Et la méthode 4, tombera là-bas. On peut regarder encore une quatrième méthode, qui sera une autre approximation de l'intégrale, mais plutôt basée sur la méthode du rectangle. Et la méthode du rectangle, elle est beaucoup plus simple. Et elle dit quoi? Plutôt que de prendre le f moyen, vous allez simplement supposer que la surface est égale à la surface de ce rectangle-là. Et évidemment, en faisant ça, vous vous rendez compte qu'on a une méthode, bien sûr, qui est explicite, étant donné que on peut calculer directement y en t plus delta t en fonction de ce qui se passe préalablement. En réalité, l'équation qu'on obtient ici est même la même que celle qu'on avait dans la méthode 1. Donc il est possible qu'en faisant des approximations de dérivées ou d'intégrales, eh bien on obtienne le même développement, évidemment. Alors, donc il existe sur base de ça, si j'utilise une méthode de classification, vous comprenez bien qu'il existe des dizaines et des dizaines de méthodes. Alors, parmi toutes ces méthodes, comment choisir la méthode qui est ad hoc, ou qui convient, en tout cas, pour résoudre le problème qui vous intéresse? Alors, il y a différentes choses auxquelles on doit faire attention, donc notamment l'amortissement qu'on appelle l'amortissement numérique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous essayez de calculer la solution de mx secondes plus qu'un x égale 0, avec une condition initiale,
qui est que, disons, x de 0 est égal à 1 et x dot de 0 est égal à 0. Okay, ça, analytiquement, c'est un problème qui est très simple. On voit que la solution, c'est une combinaison de sinus et de cosinus. On doit avoir une solution du style A sinus racine carrée de k sur m fois t plus b cos racine carrée de k sur m fois t. Ok, donc on devrait avoir des sinus et des cosinus. Donc c'est-à-dire que si on regarde la solution de ce problème-là au cours du temps, eh bien on commence avec une valeur égale à 1 pour x, et normalement, la solution qu'on devrait même obtenir ici, c'est exactement un cosinus, où hop, il est un peu décalé, mais l'amplitude ne devrait pas diminuer. Mais en fait, l'amortissement, qu'on appelle l'amortissement artificiel ou bien l'amortissement numérique, est quelque chose qui fait en sorte que l'amplitude qu'on obtient ici après un certain laps de temps, ben, elle est de plus en plus petite. Ok, et donc ça, c'est pas nécessairement attendu. Un petit peu, c'est pas dramatique, mais quand on en a de trop, évidemment, c'est pas génial. Deuxième imperfection, qui vient un petit peu diminuer la qualité de ces résultats qu'on obtient par des méthodes d'intégration numérique, c'est ce qu'on appelle le phase shift. C'est-à-dire qu'ici, on sait que tous les maxima, ils apparaissent après un laps de temps qui est t étant la période, donc là, 2π sur la pulsation, après un laps de temps t, par rapport à l'instant initial ici qui était imposé, et bien en fait, de nouveau, si on utilise une méthode numérique, on observera que le maximum n'apparaît pas exactement au bon endroit. Il y a un petit déphasage ou un petit décalage de phase dans la réponse. Et alors, dernière chose qu'on peut observer, c'est une élongation de période. Je mets altération parce que dans certains cas, on peut avoir un shrinkage, une réduction de la période, mais c'est assez rare. Donc dans la plupart du temps, quand on utilise une méthode numérique, on a plutôt une élongation de la période, donc une réduction de la fréquence apparente. Ok, et les raisons pour lesquelles, évidemment, on a ces problèmes dans des méthodes numériques, c'est que on a dû tronquer quelque part. Par exemple, dans l'estimation des dérivés, dans l'estimation des dérivés, pour chacune des dérivées qu'on a utilisées ici, on a dû tronquer. Ici, on commet une erreur d'ordre delta t. Je l'ai mentionné pour le premier, mais c'est la même chose pour les suivants. Ok, et donc le problème, c'est que la transmission d'erreurs d'un pas à l'autre va faire en sorte qu'on peut avoir des problèmes de stabilité. Ok, et ça, c'est encore un autre point, qui est un autre point important, stabilité, qu'on va devoir étudier. Alors, ici c'est une remarque, mais en fait c'est plus qu'une remarque. Le pas de temps doit être choisi de manière à pouvoir capturer les variations rapides de la réponse et du chargement. Donc c'est-à-dire que si on s'attend à avoir, on verra après sur base de quoi on peut s'attendre, mais si on s'attend à avoir quelque chose qui ressemble à ceci, il faut être certain que quand on zoome sur cette période, ok, je fais un zoom, il faut être certain qu'on ait un pas de temps delta t qui est suffisamment petit que pour pouvoir capturer l'évolution de cette fonction. Ok, alors ici je vous recommande d'utiliser at least au moins 10 points. At least, c'est dit 2 fois, to represent one period of a sine. Donc il faut au minimum, c'est vraiment le minimum. Je conseillerais plus volontiers 20 points, mais le minimorum en dessous duquel on ne peut pas descendre, c'est 10 points par période. Ok, imaginez effectivement s'il fallait une période d'un sinus, si je vous disais représentez-le à l'aide de 5 points, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je suis plus vraiment certain si je vous donne les 5 points, je suis pas vraiment certain que vous voyez un sinus. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle il faut utiliser au minimum 10 points, mais vraiment minimum par période. Voilà, alors donc cette intro générale étant faite, on va pouvoir maintenant travailler sur des exemples d'intégrateurs numériques.